Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Marox, comment ça va? Hello ma chérie, ça va très bien. Et toi en ce début d'année 2026? Ça va super bien. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année, ma chère? Si tu en as. Oui, absolument. En fait, je vais pas te mentir que mes résolutions 2026, j'ai réfléchi depuis 2025 facilement. Mais quel prévoyant! Facilement depuis septembre 2025. Je pense que cette année, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui a trait à l'hygiène de vie en règle générale. Donc, de vraiment structurer davantage à la fois l'alimentation, le sport, le sommeil surtout. Je suis un oiseau de nuit et puis je m'aperçois que c'est absolument pas viable sur le long terme. Et toi? Bah écoute, moi je te rejoins pas mal sur les objectifs, maintenir le cap, essayer de progresser aussi au niveau professionnel, développer beaucoup plus tarologie, j'aimerais ça. C'est vrai qu'on l'a vu là au courant de l'année 2025, les écoutes se multiplient, c'est génial. On a de plus en plus de demandes de consultation aussi, donc ça fait chaud au cœur. Ouais. Et j'aimerais continuer sur cette lancée pour continuer de développer le podcast. C'est super. Et comme toi, niveau santé, comme toute trentenaire qui se respecte, prendre soin de sa santé, sa longévité, tout ça, être en forme, quoi. Ce qu'il faut qu'on vous dise aussi, c'est que quand on s'est rencontrés ce matin, la première chose dont on a discuté, c'est du fait que quand on boit de l'alcool, passé 30 ans, c'est plus du tout la même expérience que quand on en boit dans la vingtaine. Oui. Qu'un verre, le lendemain, tu sens un peu la racine de tes cheveux, tu vois, c'est... Ouais. La racine de tes cheveux, tu me fais rire. Enfin... Bon, en tout cas, là, c'est le premier épisode de l'année. Le deuxième épisode de l'année. Le premier épisode de l'année, si vous l'avez suivi, c'était pour justement faire un tirage sur l'année à venir. Donc, on vous avait déjà proposé un tirage début 2025. Là, 1er janvier, on vous a proposé une nouvelle forme de tirage pour le début d'année. Donc, à voir si vous voulez le tester. L'audio est disponible, bien sûr, sur toutes nos plateformes. On serait très curieuse de savoir si vous l'avez testé, dites-nous vos retours, si vous avez préféré celui-ci ou celui de l'année passée. Vraiment intéressant de savoir vos retours. Et puis si jamais vous n'êtes pas de l'école à vous faire vos propres tirages, sachez que nous, justement, dans le cadre de Tarologie, on propose des consultations. Donc, pour rappel, on a 3 formats de consultation. On a les 3 questions, formule 3 questions qui est notre formule découverte, on va dire, si vous voulez y aller short and sweet. À distance aussi, parce qu'au final, on propose des consultations à distance, donc vous nous envoyez les questions par courriel et puis on vous répond par courriel. On a aussi une formule de consultation d'1 heure, donc là ça nous permet d'aller explorer davantage de thèmes, dépendamment du nombre de questions que vous avez. Donc vous pouvez nous écouter de n'importe où dans le monde et faire le tirage de n'importe où dans le monde. On le fait via un lien Google, donc c'est magique, il n'y a pas de frontières. Et enfin, pour finir, on aura aussi l'offre de consultation d'1 heure et demie si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur puis vous accorder davantage de temps au niveau de la tarologie. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez aller cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Vous pourrez retrouver ces différentes formules puis nous écrire au besoin si jamais vous souhaitez démarrer l'année avec un tirage pour voir ce qui sent bien. Au final, si je récapitule, on a clôturé l'année 2025 sur la carte du monde. Oui. Magnifique synchronicité. On a commencé notre podcast Tarologie en abordant l'arcane majeur du fou, parce que c'est l'arcane numéro 0, c'est elle qui débute le voyage finalement des arcanes majeurs, et puis on a terminé l'année tout pile avec notre dernier épisode sur le monde, donc c'est la dernière carte des arcanes majeurs, que ça tombait vraiment bien en termes de timing. Puis pour la petite histoire, en fait, quand on a commencé Tarologie, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je me souviens plus trop qu'est-ce qui s'était passé dans notre tête, mais en tout cas au niveau du premier épisode, on y allait instinctivement avec le fou. Ça matchait complètement avec notre énergie du moment, avec le projet. Et puis ça paraissait naturel aussi dans le fait que c'était l'arcane numéro 0, fallait bien commencer par un bout. Mais c'est vrai qu'en discutant avec un de nos amis, coucou Chris si tu nous écoutes, si tu es toujours un fidèle auditeur, le premier commentaire qu'il a eu à notre égard en découvrant le podcast après peut-être 4 ou 5 épisodes qui étaient sortis, il a écouté donc le premier épisode du fou. Et puis ce qu'il nous avait dit, c'est c'est super les filles, mais en fait, moi qui connais rien au tarot, j'ai l'impression que vous m'avez rentré un peu trop dans le vif du sujet. Donc nos excuses pour ce manque de structure de base, mais c'est vrai que si c'était à refaire, peut-être qu'on aurait commencé Tarologie, le podcast Tarologie, avec l'épisode quand s'apprête à vous enregistrer, parce qu'au final, c'est plus une explication de qu'est-ce que c'est les arcanes majeures, qu'est-ce que c'est les arcanes mineures, puis une vue d'ensemble sur votre jeu de cartes pour vous apprendre à faire la différence entre les deux types de cartes, et puis qu'est-ce qu'elles
veut dire d'une manière globale. Et en fait, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous faire un récapitulatif de toutes les arcanes majeures. Donc, quel est le verbe qu'on pourra associer, puis le message clé qu'elles ont. Et dans la suite de l'épisode, justement, on va vous faire une mise en bouche sur les arcanes mineures, et puis pour faire honneur aux commentaires d'une de nos auditrices qui nous avait demandé si on allait faire justement des épisodes dédiés aux arcanes mineurs. Et ben c'est le cas, ça va être notre projet de cette année, on va y aller arcane mineur par arcane mineur de la même façon qu'avec les arcanes majeures, donc ça sent bien. Merci beaucoup Chris, merci beaucoup à notre auditrice de nous faire ce type de commentaire. Pour le coup, comme Shay l'a mentionné, on va s'attaquer aux arcanes mineurs cette année. Et puis l'objectif en fait, c'est qu'on y ait vraiment non seulement dans les 4 suites, mais aussi chiffre par chiffre. Comme ça, ce seront des épisodes probablement un peu plus longs, mais on va couvrir, disons, tous les 2 des 4... éléments. Et ensuite, tous les 3, tous les 4. Donc, voilà, on vous prépare d'avance. Ce seront des épisodes peut-être un peu plus consistants, mais on l'espère toujours utiles. Absolument. Voilà ce qui conclut l'introduction. Oui. Donc, on va y aller avec une explication assez générale sur qu'est-ce qu'une arcane majeure et qu'est-ce qu'une arcane mineure, leur rôle dans un jeu de cartes de tarot. Donc pour commencer, en fait, l'arcane majeure, elle parle d'une étape de transformation assez conséquente dans le cheminement de votre vie, que ça soit spirituel, psychologique ou encore existentiel. Quand elles apparaissent dans un tirage, c'est généralement des messages qui sont forts, des grands tournants ou même des leçons de vie d'une manière générale. A contrario, les arcanes mineurs vont plutôt se pencher sur le quotidien ou encore sur des situations qui sont tangibles, qui sont très spécifiques. Donc, comme nous le verrons au fil des prochains épisodes, si par exemple on voit un personnage de la cour apparaître, eh bien on sera en mesure de faire référence à certaines personnes qui pourraient vous entourer ou encore, peu importe les cartes qui sortent en fait, à certaines situations que vous pourriez être en train de vivre. Absolument. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, on va parler des arcanes majeures dans un premier temps. Donc, ça va vous sonner comme un petit récapitulatif à vos oreilles si vous avez suivi l'aventure de la dernière année de tarologie. Mais en gros, au niveau des arcanes majeures, on a 22 cartes. Ça va de l'arcane 0 qui est le fou à l'arcane 21 qui est le monde. Et en fait, si on étale les cartes, on vous avait déjà proposé de faire ça à titre pédagogique, d'étaler les cartes à la suite. Donc, on commencerait par le fou, ensuite par le magicien, ensuite par la papesse, etc. En fait, on pourrait imaginer au niveau de l'histoire que c'est le voyage initiatique du fou qui continue son chemin vers le monde. Et le monde, on est à la fin sur une fin, un accomplissement, mais on devine aussi qu'il y a un nouveau départ derrière parce qu'on arrive à la fin de quelque chose, fin d'un cycle, dit ouverture du futur cycle. Par ailleurs, ma bonne amie qui m'avait enseigné le tarot m'avait une fois proposé de mettre le fou et le monde l'une à côté de l'autre et elle m'avait dit, d'après toi, qu'est-ce qui vient avant quoi? Donc, c'est un peu la question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est le fou ou est-ce que c'est le monde? Si vous allez lire La Voix du tarot de Jodorowsky, il compare le monde à un œuf ou sinon, c'est comme le bébé naissant ou le bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui va sortir. Parce que quand on est déjà complet, on est déjà entier. Et puis, c'est là qu'on se lance dans l'aventure qu'est la vie avec le fou. C'est beau comme image et puis ça nous montre ô combien le tarot est riche en symboles au final. Ce que je te propose, Rox, c'est qu'on y aille carte par carte avec un petit verbe pour récapituler pour les gens qui n'auraient pas encore écouté les épisodes puis qui prendraient le podcast au cours comme ça de cet épisode-ci. Oui. Puis après, on vous invitera, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les cartes qu'on vous présente, à aller vous référer à l'épisode existant. Parce qu'on a fait un épisode pour chacune des arcanes majeures. Donc là, c'est vraiment un petit récap. Puis c'est aussi pour vous montrer un fil conducteur entre toutes les arcanes majeures. Donc on commence par le fou, aussi connu sous le nom du mât. C'est une carte à laquelle on pourra associer le verbe s'élancer, commencer sans peur, suivre son intuition. En gros, si vous vous souvenez de la carte du fou, si vous avez la possibilité de la mettre sous vos yeux, vous allez voir que le fou, il est devant un précipice, il se lance dans l'aventure. Donc vraiment, c'est une carte de début prometteur. Ensuite, on arrive à la carte du battleur ou du magicien. Donc, le verbe clé qui est associé est définitivement créer. Donc ici, on manifeste et on apprend à utiliser ses ressources, ses outils. Et après, ensuite, on a la papesse, aussi connue sous le nom de grande prêtresse. C'est une carte qui est très mystérieuse, elle intériorise. C'est une personne qui écoute, qui apprend et qui observe en silence. Donc, je me souviens que quand on avait enregistré la papesse, je t'avais posé la question...
Pourquoi elle est rendue après le battleur au niveau de son avancement, son cheminement? Parce que c'est vrai qu'on valorise souvent le côté proactif dans notre société, puis le magicien est quand même plus proactif que la papesse sur le papier, on va dire. Mais c'est pas parce que la papesse n'est pas en action qu'il ne se passe rien. Au niveau cérébral, elle est déjà plus avancée au niveau de son cheminement. Tout à fait. Et puis, je pense que la logique du tarot, c'est de nous rappeler que dans la vie, en fait, sans avoir déjà expérimenté, il n'y a pas vraiment de matière à réfléchir, à intérioriser et ensuite à exprimer à travers l'arcane de l'impératrice. Sinon, en fait, on reste purement dans le cérébral et une fois qu'on a eu la lancée à l'eau du fou, ce serait un peu contre-intuitif, en fait, qu'on se lance et que tout de suite on s'arrête et qu'on soit dans l'intériorisation. Il faut commencer par se lancer, expérimenter et ensuite réfléchir. Exact. Donc, sans transition, ensuite, on passe justement sur l'impératrice qui représente vraiment l'expression. Donc, le verbe clé serait exprimer. Donc, ici, dans son sens symbolique, l'impératrice donne vie, elle fait fleurir, elle communique. Donc, elle est vraiment dans l'expansion totale. C'est une carte de fertilité, typiquement. Tout à fait. Et le principe féminin au même titre que la papesse. Exact. Et puis maintenant, si on va sur son homologue masculin, on passe sur la carte de l'empereur, qui est là, lui, pour structurer. Donc là où l'impératrice, elle crée, l'empereur, lui, il va venir structurer ce qu'elle fait. Il construit, il pose des limites, il maîtrise son environnement. Donc c'est vraiment une carte de leadership. Ensuite, on passe sur la carte du pape. Le pape, lui, va s'occuper de transmettre. Donc, il enseigne, il guide, il donne du sens, il rassemble la communauté aussi autour de valeurs communes. Parce que c'est vrai que quand on est dans la maîtrise de son énergie, l'étape suivante, c'est d'aller la transmettre. C'est comme un professeur, finalement. On est élève, on apprend, puis après, on transmet quand on est rendu à la maturité de notre compétence. Après le pape vient la carte des amoureux. Donc c'est aussi une carte où il y a plusieurs personnes, parce que le pape, comme tu le disais, il y avait plusieurs personnes sur la carte. Les amoureux, ça fait partie de ces cartes-là où il y a plusieurs personnages, et ça nous fait penser à la notion de choisir. Donc les amoureux, c'est une carte qui nous invite à suivre son cœur et à s'engager dans une voie. Par la suite, nous avons l'arcane du chariot. Donc, le chariot, pour sa part, cherche à avancer. Donc ici, c'est vraiment de prendre les rênes et d'affirmer sa volonté dans le chemin qui a été choisi par l'amoureux. Ensuite, en fonction de la version du tarot que vous utilisez, vous aurez soit la carte de la force pour la version Rider-Waite, ou sinon la carte de la justice pour la version du tarot de Marseille. Comme nous avons décidé d'utiliser la carte de la force en position 8 pour l'enregistrement de nos épisodes, nous allons continuer avec cette description. Donc, Shay, à quoi correspond la carte de la force? Écoute, la carte de la force, c'est une carte qui parle de dominer, de maîtriser ses instincts, mais en même temps d'agir avec douceur. Donc, si on se souvient de la carte de la force, c'est une dame qui attrape un lion avec douceur et qui lui tient la gueule ouverte. Et en fait, c'est une carte vraiment qui peut symboliser l'expression main de fer dans un gant de velours, justement parce que c'est quelqu'un qui a cette douceur, mais en même temps cette force intérieure qui lui permet de naviguer à travers ses objectifs. Donc ça fit justement avec l'énergie du chariot qui est maintenue et en continuité. Tout à fait, c'est vraiment une carte effectivement qui nous parle de grande compassion parce que c'est la maîtrise de notre force vitale en fait, avec l'intelligence. Parlons d'intelligence, ensuite nous passons sur la carte de l'ermite en 9e position. Donc l'ermite, ce qu'il cherche, il cherche à le faire en se retirant. Donc l'objectif principal de l'ermite, c'est vraiment d'éclairer sa vérité intérieure. C'est une belle carte d'introspection. Tout à fait. Et enfin, on a la carte de la roue de la fortune, qui est une carte qui parle justement de cycle, donc les questions d'accepter, d'accueillir le changement et surtout de s'adapter. Alors, c'est ce qui clôture en fait les 10 voire 11 premières arcanes. Ensuite, on passe vraiment sur une deuxième série. Donc, on commence avec la justice, ou comme on l'a mentionné plus tôt, la force. Pour la justice, tout est question d'équilibre. Donc, il faut juger avec clarté, assumer ses actes. C'est vraiment cette notion, si je peux dire, d'équilibre karmique. C'est une balance. Oui. Finalement, c'est une balance. Et suite à la justice, on a le pendu. Donc le pendu, clairement, c'est une carte de lâcher prise, de voir autrement, de se détacher, de patienter. C'est vraiment une carte, on va dire, d'attente, mais d'attente volontaire. Tout à fait.
c'est la carte de l'illumination et puis ça peut être très difficile de la voir apparaître. D'ailleurs, Shay, petit aparté, comment t'as trouvé au final ton année avec le pendu? Écoute, je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu cet épisode, quand j'avais tiré ma carte de l'année passée, donc pour le tirage de l'année 2025, j'avais tiré la carte du pendu. Et j'étais en train de prier pour pas tomber sur cette carte, justement, comme énergie générale, parce que pour moi, c'était hyper confrontant d'être dans cette dynamique d'attente. Ouais. Et pour répondre à ta question, j'ai renoué un petit peu avec cette carte, finalement. Super! Ouais, parce que je comprends pourquoi elle était là. Au final, ça me surprend pas. Et puis, je pense que c'était quand même une histoire d'intuition. On va dire d'intuition, de se dire, surtout pas ça, parce que peut-être que je me disais que j'allais être confrontée à ça. Mais je trouve ça bien aussi de prendre du recul, puis de se laisser aller à ce qui se passe plutôt que de toujours vouloir être dans le contrôle. Donc, on va dire que j'ai un peu renoué avec le pendu. C'est super beau. Je la garderai pas 2 années de suite, par exemple. Mais je trouve ça quand même sympa d'avoir pu explorer cette nouvelle carte. Super. Ensuite, après le pendu, vient la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Donc ici, on parle vraiment de transformer, donc de mettre fin, de clôturer un chapitre, de renaître et d'évoluer. Absolument. Et puis de la mort, on passe sur la tempérance. Donc c'est une carte qui parle d'harmoniser, de mélanger, d'apaiser, d'intégrer les contraires. C'est vraiment une carte qui parle justement de mettre de l'eau dans son vin. Si on regarde la carte, littéralement, c'est ça. Après la tempérance, on passe sur la carte crunchy du diable. J'avais adoré cet épisode. Donc, le diable, bien sûr, il nous encourage à affronter nos désirs, donc les reconnaître, reconnaître nos parts d'ombre et puis éventuellement de pouvoir mieux les intégrer. Tout à fait. Ensuite, après le diable, on passe sur la maison Dieu, aussi connue sous le nom de la tour. C'est une carte qui parle de libérer, de casser les illusions, de se réveiller. Donc, c'est une carte qui parle d'un changement, mais qui vient en général de l'extérieur. Ça peut aussi parler de vol de voiture. On dit ça, on dit rien. Les gens vont pas comprendre s'ils prennent l'épisode au cours de route, mais on va pas répéter cette histoire. On va aller de l'avant pour cette nouvelle année, mais si vous voulez l'entendre, allez écouter l'épisode de la tour. Vous aurez une petite histoire crunchy à écouter. Ensuite, on passe sur l'étoile. Donc, l'étoile nous encourage à espérer. Donc, nous reconnecter à la foi, à la beauté de la vie. C'est vraiment une carte qui représente bien aussi notre chemin spirituel personnel. Elle est magnifique, cette carte. Oui. Et on continue sur les astres avec cette fois la lune. Donc la lune, elle parle de ressentir. Ça va être une carte qui fait référence à votre monde de l'inconscient. Donc la lune vous invite à aller explorer cette part de vous et à aller vous reconnecter à vos émotions. Ensuite, on passe sur la clarté avec le soleil. Donc, après la nuit et la lune, on passe sur le soleil et le jour. Donc, avec le soleil, on rayonne, on partage, on aime et on s'ouvre à la joie. Magnifique carte. Et enfin, après le soleil, on a le jugement. C'est une carte qui parle de s'éveiller. C'est une carte qui parle d'entendre l'appel, de renaître à soi-même. C'est vraiment une carte de vérité. Et finalement, on clôture avec le monde. Donc, le monde qui nous parle de s'accomplir, donc atteindre l'unité totale avec toutes les parts de soi et célébrer le cycle qui est désormais complet. C'est magnifique. J'adore ce petit récapitulatif, on dirait que ça fait du bien à mon esprit de structurer les choses ainsi. Tout à fait. Donc si parmi l'une de ces arcanes majeures, l'une d'entre elles a piqué votre curiosité, ou si vous en aviez croisé une au détour d'un tirage et que vous voudriez aller l'explorer davantage, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qui s'y réfère. On a voulu être très synthétique en vous proposant un verbe associé à chaque arcane majeure et puis un petit descriptif. Mais dans nos épisodes, justement, on va vraiment en profondeur, on va voir comment aller la comprendre dans un tirage, on va voir le signe astrologique qui est associé, la pierre qui est associée, le chakra qui est associé. On fait vraiment le tour, donc n'hésitez pas à aller les écouter si jamais vous voulez renouer avec l'énergie de l'une d'entre elles, vous allez en avoir pour votre temps. On passe maintenant aux arcanes mineures. Allons-y. Alors, les arcanes mineures, on a 56 cartes réparties en 4 suites. Les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Alors, chacune de ces suites représente un élément. Donc, les bâtons représentent l'élément du feu, donc tout ce qui a trait à la passion, l'action, la créativité. Et puis, lorsqu'on parle de temporalité, d'indice temporel dans le tarot, on va dire qu'on peut compter en nombre de jours. Donc, si par exemple, vous avez un 2 de bâton, vous pouvez estimer avoir peut-être un retour d'ici 2 jours. C'est ça, c'est des actions qui sont en général très rapides. Ensuite, on a l'élément des coupes.
donc qui fait référence à l'eau, aux émotions, aux relations, à l'intuition. Et puis cette fois, au niveau temporalité, on passe plutôt sur des semaines, si on y va avec une idée d'ordre de temps. Ensuite, on passe sur les épées. Donc ici, on parle de l'élément de l'air. Donc c'est tout ce qui a trait aux pensées, à la communication. On peut aussi parler de conflits d'intérêts ou encore de conflits d'opinion. Et ici, on passe sur les moi. Tout à fait. Et enfin, on clôture sur les deniers. Donc la terre, c'est tout ce qui est concret, le corps, les finances, la stabilité, tout ce qui est tangible finalement. Et là, cette fois-ci, en termes de temporalité, on va parler d'années parce que tout ce qui est tangible met du temps à se construire. Absolument. D'ailleurs, si je peux me permettre un petit aparté, j'avais lu à quelque part quelque chose qui m'avait beaucoup éclairé. On expliquait en fait que la raison pour laquelle les éléments sont présentés ainsi quand vous achetez un nouveau jeu de tarot, pourquoi est-ce que les bâtons sont mis en premier, suivi des coupes, suivi des épées, suivi des deniers, c'est vraiment parce que on va parler en fait du processus naturel d'intégration du monde de l'être humain. Donc l'être humain en fait, il commence par vivre une impulsion forte vis-à-vis de quelque chose, donc c'est pour ça qu'on commence avec les bâtons. Ensuite, il va passer sur un ressenti vis-à-vis de cette chose, donc c'est pour ça qu'on passe sur les coupes. Ensuite, il va y réfléchir afin de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué en lui ou en elle, donc on est dans les épées, et en fonction de ce qu'il aura analysé, il va passer sur un comportement qui va être tangible, concret, donc on finit avec les deniers, et c'est justement ce qui finit par s'inscrire dans le temps, les deniers, parce que ce sont les routines qu'on met en place et puis les habitudes aussi. D'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis, puis on va en parler un petit peu plus en détail juste après, mais ce que je me disais, dont on n'a pas parlé, pour faire la différence entre une arcane majeure et une arcane mineure, si vous êtes vraiment débutant, en fait les arcanes majeures, vous allez pouvoir les identifier par les noms qu'on a mentionnés, mais vous verrez qu'au niveau de l'imagerie, vous avez littéralement des épées. Quand on parle d'arcane mineure, vous avez soit une épée, soit un denier, puis vous verrez jamais une épée avec un bâton par exemple. Ce sera que des épées ou que des bâtons, puis vous verrez qu'il y a exactement le même nombre de bâtons que ce qui est mentionné. Si c'est un 10 de bâtons, vous verrez que la personne tient vraiment 10 bâtons dans ses bras. C'est juste petit aparté, mais en fait, c'est quelque chose que moi, j'avais pas fait de base quand j'ai découvert le tarot, mais que je trouve qui est super intéressant. C'est vraiment de prendre le temps, de prendre votre jeu de tarot, puis de regarder chaque carte. Oui. De les mettre dans leur suite, par exemple, de l'as au roi, et puis d'aller regarder quel est le schéma qui se passe, d'aller prendre le temps de regarder chaque carte, chaque détail, à quoi correspondent l'imagerie et tout ça. Ça a vraiment toute son importance pour réussir à comprendre et à mémoriser les cartes. Absolument. Puis justement, en fonction aussi du jeu de tarot que vous allez choisir, que ce soit la version Rider-Waite, Marseille ou encore une version New Age, c'est certain que l'imagerie, elle n'est jamais choisie au hasard. C'est-à-dire qu'il y a toujours des indices aussi, puis en fonction de l'interprétation de la personne qui a créé le jeu, vous allez pouvoir aussi ajouter quelques symboliques ou significations à votre petit baluchon. Donc justement, tu vois, par hasard, l'autre jour, j'ai commencé à faire de la lecture, ou plutôt à écouter un podcast sur la franc-maçonnerie. Et je me suis posé la question en écoutant s'il n'y aurait pas un peu d'éléments de la franc-maçonnerie qui aurait inspiré Pamela Colman Smith, qui est la dame qui a illustré le tarot Rider-Waite pour la carte du 3 de denier. Donc, j'ai pas encore réussi à trouver de corrélation. Moi, peut-être que c'est une corrélation que j'invente de toutes pièces, mais dans tous les cas, c'est certain que plus vous allez vous intéresser au tarot et à son imagerie, vous allez voir que dans différentes sources, on va vous parler de plusieurs indices qui sont cachés et puis, a priori, des fois qu'on n'observe même pas. Mais chaque chose a sa signification. Là où les personnages regardent, comment ils regardent peut-être même le consultant ou la consultante. Voilà. 100%. Juste avant de refermer ce tiroir, tu vois, par rapport à ce que tu dis au niveau des différents jeux de cartes qui pourraient être un peu plus New Age ou quoi, il y en a un qui m'avait vraiment interpellée. Tu sais, j'ai acheté le livre qui va avec ce jeu de cartes, c'est le livre d'Oracle Inzel. Oui! Il est génial! Tu vois? Allez regarder Oracle Inzel, c'est une tarologue qui a créé un jeu de cartes au final, et son jeu de cartes, il est très... Moderne. Moderne, vraiment, c'est le terme. Il est très moderne, il est très inclusif, et en fait, j'ai acheté le livre, j'ai pas acheté le jeu de cartes, mais j'ai acheté le livre, et dans son livre, pour expliquer chaque carte, elle donne des exemples de la vie de tous les jours, et puis elle met surtout l'imagerie de son deck de cartes. Par exemple, si c'est un 3 de coupe, elle va nous mettre le 3 de coupe selon son imagerie à elle.
Puis j'ai trouvé ça très drôle justement d'aller voir comment elle interprète la signification avec une toute nouvelle imagerie. Donc allez faire un tour, si vous avez la curiosité de ça, allez faire un tour sur internet, regardez son jeu de cartes là, ou même d'autres jeux de cartes, et puis regardez justement les symboliques que la personne a cherché à retransmettre. Ça me le fait aussi avec mon deck de tarot de Chris Anne. Je trouve que c'est génial de voir comment elle a pu réinventer. Tu sais, je pense à l'exemple de la tour, par exemple. En fait, cette personne-là, quand elle a fait son tarot, elle voulait vraiment que les images soient pas moyenâgeuses, puis représentent des scènes de la vie du quotidien. Et par exemple, la tour, elle n'arrivait pas à trouver une image. Donc elle s'est dit, qu'est-ce qui pourrait représenter la tour dans le quotidien? Puis un jour, elle est sortie, il y a eu la foudre sur un arbre, et il y a un écureuil qui est sorti de l'arbre. Et en fait, si tu te souviens de la tour dans son jeu, c'est ça, c'est cette scène de vie-là. Tout à fait. Pareil pour le pendu. Là, c'est un personnage moyenâgeux qui est pendu par les pieds dans la version classique. Puis elle, dans sa version revisitée, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le monde du cirque, qui est accroché par des bandages et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans cette posture inversée pour regarder le monde, mais d'une manière volontaire. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui apparaît pas forcément dans la version originale. Mais c'est un symbole qui est important à savoir, qu'à tout moment, il pourrait se décrocher, s'il le voulait. Tout à fait. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais en tout cas, ça a vraiment son importance, puis ça permet justement d'aller s'approprier des symboles qu'on n'aurait pas forcément si on se contentait juste de regarder la version classique du tarot. Absolument, puisque j'aime beaucoup sur ce que tu expliques, par exemple, avec le tarot de Chris Anne ou d'Oracle Linzel, c'est que souvent le défi, quand on apprend à lire le tarot, c'est non seulement de se rappeler à peu près de la signification des cartes, de prêter attention à ce qui se passe devant nous, mais en plus, quand il y a le défi supplémentaire de traduire des images qui n'ont absolument rien à voir avec le quotidien, ça peut être un peu compliqué, en fait, d'expliquer à quelqu'un comment, comme tu disais par exemple, un pendu peut se présenter, peut se manifester dans la vie du consultant ou de la consultante. Donc, c'est super intéressant d'avoir des parallèles qui, pour le moins, commencent à nous faire appréhender la carte d'une façon différente pour aussi construire notre propre base d'exemples alternatifs quand on veut décrire à la personne l'énergie qui est présente. 100%. Voilà. On referme ce tiroir. On referme ce tiroir. On referme ce tiroir, on retourne il y a 5 minutes plus tôt. On était sur nos arcanes mineurs. Et en gros, on parlait justement de la suite de bâtons, de coupes, d'épées, de deniers. Et maintenant, on voudrait vous parler de la suite au niveau numérique. Donc, on commence par l'As, qui est le début, et on finit sur le 10, qui est l'accomplissement. Suivi des figures de la cour, donc qui vont être le page, aussi connu sous le nom du valet, le cavalier, la reine et le roi. Et en gros, je voulais attirer votre attention justement sur le fait que le début, ce soit l'As, et le 10, ce soit, grosse guillemets, l'accomplissement. Parce que si vous faites l'exercice de poser justement les cartes à la suite, on pourrait se dire l'accomplissement, ça a une connotation positive. Or, moi, j'ai pas envie d'être un 10 d'épée. J'ai pas forcément envie d'être un 10 de bâton, tu vois. Par contre, un 10 de denier, je le prends volontiers. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire accomplissement est égal à, je veux que des 10 dans mon jeu. Ouais. Mais des fois, je préfère un 2 de coupe qu'un 10 de... le 10 de coupe, il est pas mal, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une suite positive, puis le but d'arriver au 10. Le 10, c'est juste que l'énergie, elle est montée à son extrême, au niveau cheminement. Puis on va en parler plus en détail dans l'épisode du 10, mais c'est que c'est pas une fin en soi d'arriver au 10. Si on est rendu, par exemple, au 3, un 3 de coupe, ça peut être génial. Un 3 d'épée, c'est moins génial. C'est pas forcément plus positif, c'est pas une gradation positive d'aller avec un chiffre plus haut. Merci beaucoup, Shay, pour cette nuance qui est très importante parce qu'effectivement, en fonction de la suite dans laquelle vous allez vous trouver, effectivement, il y a certaines suites qui sont un peu plus pénibles, plus on augmente. Je pense entre autres à la fameuse suite des épées qui a bien, qui est un peu mal aimée, mais comme on le verra, elle peut aussi avoir tous ses avantages. Absolument. Est-ce que ça te dit qu'on y aille avec un mot-clé, un ou deux mots-clés par chiffre ? Oui, absolument. Ok, donc par exemple, juste un petit rappel, par exemple, on a les arcanes mineurs de 1 à 10, 1 étant l'As. Chaque chiffre a son arcane majeur qui est relié. Donc par exemple, si vous tirez le 3, vous penserez directement à l'énergie de l'impératrice. Si vous tirez le 4, vous penserez à l'empereur et ainsi de suite. Donc c'est rattaché en fait à l'arcane majeur qui est associé selon sa position.
Donc si on y va justement avec les As, à quoi ça te fait penser, Roxane, au niveau des mots-clés? Ça me fait immédiatement penser à la nouveauté ou à un commencement, au même titre que l'énergie du magicien. Ensuite, en numéro 2, on aurait les cartes qui sont associées à la proposition, à la dualité. En numéro 3, on aurait tout ce qui est lié à la créativité et à l'expansion, comme l'impératrice. Ensuite, en position 4, bien sûr, on aura tout ce qui est relié à la stabilité, à la structure, comme l'empereur. En position 5, là, on parle de changement et parfois possiblement aussi de confrontation. Donc, comme on l'a vu avec l'énergie du pape, le pape va rassembler des gens autour de valeurs qui sont communes ou d'idées qui sont communes. Mais bien sûr, tout le monde dans le monde n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes idées. Et puis, dans une communauté, on peut aussi vivre certains conflits. Absolument. Au niveau du numéro 6, on va avoir tout ce qui a trait à la persévérance et à la motivation. On peut penser aussi à la notion de choix. Oui, absolument. Donc ici, quand on parle de persévérance, puis la corrélation avec la carte des amoureux, c'est que la carte de l'amoureux, c'est le choix en fait d'être en lien avec l'autre. Et puis justement, après la période de conflit ou peut-être de sentiment d'exclusion ou de changement difficile du 5, c'est cette détermination-là ou cette persévérance-là à re-rentrer en lien avec l'autre dans le 6. Ensuite, on a le chiffre 7 qui est associé au chariot. Donc ici, on parle de confiance et d'une mise en pratique de solutions bien précises. Tout à fait. Après, on a le numéro 8 donc, qui est associé à la carte de la force. Donc on parle d'avancée et de progrès. Puis on a le numéro 9 qui est associé à la carte de l'ermite. Donc là, on parle d'atteinte d'objectifs ou de satisfaction. Tout à fait. Comme vous le verrez aussi, le chiffre 9, comme c'est associé à l'ermite, on parle toujours d'une satisfaction qui est personnelle. Et ensuite, quand on passe au chiffre 10, je pense entre autres au 10 de coupe ou au 10 de denier, là, on parlerait plutôt d'une satisfaction qui est partagée. Justement, le chiffre 10, ça représente la complétude ou encore la fin d'un cycle, au même titre que la roue de la fortune. Absolument. Donc là, on a décrit rapidement tout ça. On fera des épisodes au courant de l'année justement pour parler des As, pour parler des 2, pour parler des 3 et ainsi de suite. Donc on ira plus en détail, mais là c'était plus une mise en bouche et puis comme un petit récapitulatif avant l'heure. Maintenant, si on s'attarde aux personnages de la cour, donc encore une fois, on va y revenir plus en détail, mais on souhaite vous faire en fait une petite description sommaire de ce que chaque personnage représente et on a décidé aussi de vous donner des parallèles avec des personnages de Disney ou encore de films qui sont bien connus. Et puis on espère que ça vous aidera un peu mieux cerner en fait l'énergie. Donc on commence avec le valet aussi connu sous le nom du page. Son verbe d'action qui sera associé, ça serait découvrir. On peut l'assimiler à un élève, donc il est souvent symbole de jeunesse, de curiosité et d'apprentissage, c'est pour ça qu'on parle d'élève. Il débute dans l'élément, donc quand on a la suite justement des figures de la cour, c'est le valet qui commence au niveau de l'ordre de maturité. Il observe, il expérimente, il apprend sans forcément tout comprendre de ce qu'il apprend. Il a vraiment l'étincelle de la curiosité, la promesse d'un potentiel. Il est dans l'exploration d'un nouveau chemin, mais l'énergie centrale est celle que vit le personnage. Oui, donc en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que l'énergie centrale de cette carte est celle que vit le personnage, c'est que souvent la question va se poser, c'est quoi la différence entre un as et, disons, un valet? Et c'est sûr que ce sont deux énergies qui sont très semblables, mais quand vous avez un valet, il ne faut pas nécessairement vous concentrer sur, disons, le valet de denier, le denier qu'il tient dans sa main, au même titre qu'on se concentrerait là-dessus si on avait un as de denier qui sortait. Donc, si on voit un as, on va se dire « Ah, il y a une opportunité qui s'en vient ». Mais si tu as un valet qui sort, les cartes, en fait, t'invitent plutôt à te concentrer sur l'énergie du valet. Donc, c'est pour dire au consultant ou à la consultante, soit il y a une personne qui incarne cette énergie-là, qui s'en vient dans ta vie, ou sinon, c'est toi qui représente cette fraîcheur, ce début, cette énergie un peu enfantine de personne qui est en train d'apprendre. Et par ailleurs, une autre chose, c'est que vous remarquerez que il y a une alternance au niveau des personnages de la cour, on en a 4, entre l'énergie féminine, donc réceptive, et l'énergie masculine, proactive. Donc, l'énergie du valet est toujours considérée, entre guillemets, féminine ou réceptive.
Donc, ensuite, on passe sur l'énergie d'action du cavalier, qui est donc, entre guillemets, proactive ou masculine. Donc ici, là, on est vraiment dans une énergie d'aventure, d'énergie, de mouvement, de passion. Donc il va s'élancer avec fougue, il va vouloir mettre en action ce qui a été découvert précédemment. Souvent, par contre, il va le faire un peu sans réfléchir. Donc parfois, c'est un peu excessif, ça demeure sincère, mais il cherche vraiment à prouver et à se prouver, et puis à explorer de façon tangible et entière ce qu'il a un peu apprivoisé précédemment. Absolument, on n'en a pas encore parlé, mais quel est le personnage que tu associerais par exemple à un valet, on peut dire un valet de denier, et à un cavalier, on peut dire un cavalier de coupe. Comme ça, on explore un petit peu les différentes énergies. Donc pour le valet de denier. On va pas vous le cacher, le valet de denier nous a fait penser immédiatement au personnage de Russell dans Là-haut, où la version en anglais c'est Up. Donc c'est le petit scout qui veut tout découvrir, qui est un peu hyperactif, qui a cette soif de connaissance du monde et puis qui est un peu, je pense, en extase devant la vie en fait. C'est le petit bonhomme là qui va voir le grand-père dans sa maison, la maison qui s'envole avec les ballons. C'est pas un dessin animé qui est super connu, c'est pour ça que je le resitue, parce que quand on dit la maison avec les ballons, on voit tout de suite de qui on parle et on voit qui est le petit Russell. Et au niveau du cavalier de coupe, on avait pensé au personnage bien connu de Roméo, dans Roméo et Juliette, parce que c'est un éternel romantique qui maîtrise pas forcément non plus sa passion. Sa passion et ses sentiments, ses émotions surtout. C'est ça, Roméo, en fait, tout ce qu'il veut, c'est de montrer à Juliette l'amour débordant. Et puis, en fait, il le fait, encore une fois, comme tu dis, un peu sans nécessairement mesurer les conséquences de ses gestes, sans nécessairement réfléchir à ce que ça puisse entraîner pour leurs deux familles. Absolument. Maintenant, si on passe à l'énergie de la reine, parce que là, on a vu les pages valets, les cavaliers, donc maintenant, on passe sur les reines. La reine, son rôle, c'est de ressentir. C'est une adulte qui est mature, qui a une forte intuition, qui a une forte propension à intérioriser les choses, qui a une grande maîtrise émotionnelle aussi. Elle incarne l'énergie de façon intérieure, sensible et réceptive. On va voir juste après le parallèle avec le roi, qui lui est plutôt dans l'expansion, puis dans le rassemblement d'une communauté. La reine, elle vit, elle nourrit l'élément, elle le rend fertile, profond et vivant. En gros, c'est une carte, c'est une figure de la cour qui incarne justement la notion de patience. Et justement, le personnage de dessin animé qu'on a choisi pour incarner la Reine d'Épée, je pense que vous la connaissez probablement si vous avez écouté La Reine des Neiges, ça serait la princesse Elsa. Donc elle est une reine d'épée par excellence justement, c'est une personne qui est intelligente, qui est rationnelle, qui est un peu froide et distante au début, donc ça c'est dans le pendant négatif un petit peu que pourrait avoir la reine d'épée. Mais c'est quelqu'un qui cherche justement à maîtriser ses émotions. La glace justement qu'elle fait pour se séparer de sa sœur, le château de glace qu'elle fait, c'est une bonne illustration de sa maîtrise de reine d'épée justement, parce que elle dissocie clairement son monde cérébral et son monde réel à ses sentiments et à son monde émotionnel. Absolument. Puis d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on a expliqué un peu plus tôt, les épées viennent après les coupes. Donc une reine d'épée, c'est pas qu'elle ne ressente pas, au contraire, c'est qu'en fait, elle est au stade d'intellectualiser ses émotions, justement parce que, par exemple, elle peut avoir peur de blesser ou elle peut avoir peur de ressentir et ensuite de perdre la maîtrise ou de faire quelque chose qui ne soit pas nécessairement, entre guillemets, considéré rationnel selon elle ou selon les autres. Donc vraiment, Elsa, comme tu le dis, symbolise la maîtrise, la vérité intérieure, puis l'importance d'être très claire et puis elle est capable aussi de mettre en mots ses limites, même si bien sûr dans le film, c'est quand même... Bon, c'est surtout par la glace, comme tu le dis, et puis c'est plutôt tout au long du film qu'on découvre la raison pour laquelle elle agit comme ça. Ouais. Exact. Et en fait, si on finit sur les rois, leur énergie, justement, leur propre, c'est de diriger. Ils sont dans la pleine maîtrise de leur élément, donc ils sont dans la sagesse, dans la vision, dans l'autorité et surtout dans la bienveillance. C'est vraiment une personne qui a intégré les facettes de son élément. Il agit avec maîtrise, avec clarté, avec responsabilité. C'est l'incarnation même, justement, d'un personnage qui serait très mature dans l'action. Donc en fait, la connaissance profonde qu'il a
au niveau de son élément qu'il a acquise non seulement avec le temps, mais aussi avec une profonde introspection et maturation et patience qu'on a vu dans la reine. Et bien maintenant, il souhaite la mettre à profit de la communauté en étant dans la transmission et en fait, grâce à ses propos, grâce à son leadership, il souhaite concrétiser des objectifs précis qui soient, encore une fois, au bénéfice des autres. Donc, si on pense à un personnage qui est connu, pour un roi de bâton, immédiatement, personnellement, je pense à Elton John. C'est un exemple qui était ressorti dans une de mes lectures sur le tarot et effectivement, Elton John, à la base, c'est un artiste qui a vraiment construit sa notoriété. C'est un homme, justement, qui a fait toute une carrière de sa passion pour la musique. Puis je trouve en plus que c'est tellement super qu'il incarne le roi de bâton parce qu'il a un côté aussi flamboyant, Elton John. Mais une fois qu'il a atteint ce stade de notoriété musicale, il a décidé d'utiliser cette notoriété pour pouvoir semer en fait une conscience plus généralisée sur tous les enjeux liés au sida. Donc, il a une fondation, si ma mémoire est bonne, qui fait de la recherche sur le sida, de la sensibilisation. Donc ici, on voit vraiment qu'il a décidé de maîtriser cette passion-là et de la mettre au profit de la communauté. Le roi de bâton, il est passionné, donc il peut être passionné de plein de choses, mais dans son cas, c'est une des choses sur lesquelles il s'est concentré. Exact, il s'est servi de sa passion justement pour aller fédérer encore plus large que ce qui le concerne lui-même. Exactement. Donc si on récapitule un petit peu, on a vu que les valets, ils sont au stade de l'apprentissage, les cavaliers, ils sont au stade de l'exploration, les reines, quant à elles, vont aller intégrer les informations, et les rois les incarnent complètement. Absolument. Donc, c'est une montée en maturité et en maîtrise. Donc, on parle de la découverte qui est suivie de l'action, qui est suivie de la compréhension et enfin, la sagesse. J'ai vraiment hâte justement d'enregistrer ces épisodes-là qui vont concerner les figures de la cour. Oui. Juste une petite parenthèse qui va sûrement conclure cet épisode. Au niveau des personnages de la cour, vous allez voir que ils représentent directement des personnes pour qui vous faites le tirage. Vous pouvez deviner justement que soit vous repérez vous dans le tirage, ou soit aller comprendre que ce sont les personnes qui vous entourent, qui pourraient jouer un rôle dans un tirage. Donc c'est vraiment intéressant et puis j'ai hâte qu'on aille les explorer en détail, même si on en a déjà donné beaucoup. Oui. Mais on va rester synthétique et on va s'arrêter là pour les figures de la cour. Absolument. Bien, sur le coup, merci beaucoup, Shay, pour ce bel épisode. Je l'ai trouvé très intéressant. Effectivement, on espère que ça mette la table pour la suite des choses pour cette année. Si jamais vous avez des suggestions par rapport au format que vous aimeriez nous envoyer, n'hésitez pas. C'est toujours, comme on vous l'a dit en début d'épisode, très riche et très constructif pour nous. Absolument. Et puis on commencera donc à aborder les arcanes mineurs avec les As, si je me trompe pas. Tout à fait. Puis d'ici là, on vous refait une petite aparté avant de clore les choses. Si jamais vous voulez nous laisser un beau review, ça nous fera très plaisir de vous lire. On adore ça, là, on regarde ça avec une grande attention. Les reviews que vous nous laissez, les commentaires que vous nous laissez pour pouvoir améliorer nos épisodes ou pour pouvoir les orienter en fonction de ce que vous cherchez. Donc n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.